Très bien. Vous vous rappelez, on a eu quelques petits soucis. Ah, ça va, Maxime? Oui, Pas en retard, ça va. Vous vous rappelez notre petite réunion de crise avec la direction de l'e-commerce? Ça s'est pas très bien passé. Ils n'ont pas de morale en ce moment. Et vous m'avez dit, pas de problème Olivier, on va te réambiancer tout ça. Laisse-nous 6 semaines et on va trouver une solution pour toi. Alors je vous rappelle quand même le cahier des charges, parce que là aujourd'hui je reviens pour voir un petit peu ce que vous allez nous présenter. Vous vous rappelez, on avait 3 gros soucis majeurs qui nous avaient été quand même remontés. C'est pour ça qu'on a créé cette task force DevOps. Le premier, c'était autour de la qualité du service. On avait quand même des gros enjeux de simplification, on va dire, parce que nos tâches pour déployer, elles sont quand même un peu lourdes. Elles sont remplies de tâches manuelles. Et je pense que l'équipe marketing, elle se rappelle encore lors des petits couacs qu'on a eu sur la dernière publication des évolutions sur les campagnes. Donc je crois que David et Nicolas vous avez dit vous avez peut-être des solutions pour ça. On avait des enjeux aussi autour de la livraison sans arrêt de service. Aujourd'hui, on a des grosses astreintes et vous m'avez dit que vous auriez peut-être aussi une petite solution pour voir comment on pouvait livrer de façon un peu plus agile en journée. Un troisième problème autour des délais de livraison. On n'est pas très agile à livrer. En parallèle de ça, on est quand même challengé par le cloud public. Et donc je crois que Laurent, Jafar, Maxime, vous m'aviez donné quelques pistes pour aller un petit peu donner une expérience avec un sien un peu plus agile pour aller exploiter le cloud en gardant le contrôle. Et surtout, le fin du fin, c'est qu'on est un peu pas assez réactif face au métier. Donc là, je crois que Jafar, là, tu m'as dit, là, j'ai une solution pour toi, pour donner un peu plus d'innovation et d'insuffler un peu plus d'innovation, notamment sur notre capacité à développer la marketplace. On a été trop lent pour aborder nos partenaires. Donc là, tu m'as dit, voilà, j'ai pensé à tout ça. Donc, bah, écoutez, Florence is yours. Oui, c'est bon. Bah, écoute Olivier, oui, on a pas mal bossé, on a pensé à tout ça. Et en fait, on va te présenter aujourd'hui un plan voilà, en 3 étapes. On a bossé justement ces 6 dernières semaines. Alors, pour définir ces étapes, en fait, on s'est rapproché de Red Hat parce qu'en fait, on a trouvé qu'ils avaient une très bonne méthodologie. C'était pas du tout Big Bang, c'était très évolutif. Voilà, c'est vraiment comment nous accompagner dans notre transformation. Alors, vous pourrez transposer et puis effectivement vous positionner à différents stades. Mais globalement, ce qu'on va vous montrer cet après-midi, c'est effectivement une première étape où on va se mettre à automatiser, voilà, à commencer à faire de l'infrastructure as code, pouvoir déployer sur demande de l'infrastructure, de l'application, voilà, de partir de notre existant pour l'améliorer. Et puis on doit commencer à apprendre à marcher debout. Et là, on va démarrer une deuxième étape où vraiment on va commencer à réfléchir à un nouveau modèle, où on va se réorganiser, on va repenser les responsabilités, parler de PaaS, parler de techniques de déploiement avancées, on parlera de Blue Green Deployment par exemple, et puis on montrera ce qu'on a fait autour effectivement du déploiement continu de nos applications jusqu'à la production. Et puis dernièrement, notre troisième étape, c'est voilà, on ne s'est pas arrêté là, on s'est dit mais comment on se projette encore sur l'avenir, sur ce qui arrive, sur les applications cloud native, le serverless, etc. Et là, c'est Jafar qui a creusé ce point-là et qui nous parlera de ça en troisième et dernière partie. Donc, tout un programme. On démarre? Les gars, à vous. Alors, on a hérité d'une plateforme informatique, d'une plateforme de e-commerce qui s'appelle OpenStore et qui finalement a été géré de façon complètement à l'ancienne, avec des VM déployés à la main, avec une automatisation inexistante, ce qui provoquait en fait des problèmes au niveau de l'exploitabilité, des problèmes de recettage, des problèmes de run, finalement une perte de business, parce que le e-commerce c'est le cœur de notre activité. Et donc, pour commencer en fait à avancer vers un règlement de ces types de problèmes, on a décidé d'automatiser le déploiement la configuration de la plateforme, également la livraison applicative
avec Ansible. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est les 3 étapes de cette automatisation. Donc dans un premier temps, on a fait l'automatisation du déploiement de notre application Pool Store EAP en mode standalone. Donc c'est la version 1.0 de notre application et on va la déployer sur RHV, qui est la plateforme on-premise dans notre data center. Dans un deuxième temps, on va faire un scale-out de cette application et déployer une configuration de production sur notre infrastructure RHV en mode achat. Donc on va configurer JBoss EAP en mode High Availability de façon à finalement pouvoir garantir la résilience de notre site de e-commerce. Donc en faisant ça, on va essayer de tirer parti de tous les bénéfices de l'automatisation, c'est-à-dire avoir une infrastructure qui est répétable, avoir une infrastructure as code gérée dans Git, donc on va entièrement contrôler. Quand on va déployer en mode achat, on va également s'accrocher à un load balancer F5 et on a également automatisé la configuration du load balancer F5. Donc tout va être géré as code grâce à Ansible. Et une fois qu'on aura fait ça, en fait, on va répondre à une demande de nos développeurs qui était de déployer cette même application, mais pour le développement, dans le cloud public. Et c'est quelque chose, c'est une demande qui est fréquente. Et ça, on va également le faire avec Ansible. On va réutiliser les mêmes rôles qui vont nous permettre finalement de déployer aussi bien sur RHV que dans AWS. Alors, pour faire ça, on va utiliser l'infrastructure Ansible basée sur Red Hat Ansible Tower, qui est la version un petit peu entreprise de Red Hat, d'Ansible. Et donc on va utiliser un cluster Tower qui va être le run, la partie qui va faire le run des playbooks Ansible. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et on va utiliser des fonctionnalités avancées de Tower qui permettent d'avoir des nœuds déportés, qui vont nous permettre finalement de piloter dans AWS uniquement avec une communication SSH entre Tower et AWS. Et ensuite, c'est dans AWS que tout va se passer. Donc, cette fonctionnalité qui s'appelle le Tower Isolated Node est très pratique dans le cloud public. On va avoir des load balancers F5 virtuels et dans le cloud public et dans notre cloud privé RHV. Et on va tout piloter de façon centralisée avec Tower. Alors, notre premier déploiement, c'est donc le déploiement de EAP en mode standalone. Alors, pour vous montrer ça, je vais me connecter à Tower. Alors, j'ai créé un compte dédié au forum. Dans Tower, tout est sous contrôle Airbag, tout est role-based access, donc on peut partager des environnements avec des équipes. C'est un produit qui est vraiment conçu pour l'entreprise. Et ici, j'ai ce qu'on appelle un template qui s'appelle RH Forum RHV EAP. Et donc, je vais le déclencher. Et quand je le déclenche, immédiatement, je vais arriver sur la fenêtre de run de ce job. Peut-être. Ah, là voilà. Et donc, on en a pour à peu près 2,30 minutes de déploiement complet. Donc, évidemment, j'ai fait un petit peu de pré-run pour pouvoir vous le montrer. Donc, par exemple, on ne provisionne pas les VM RHV, mais on pourrait également inclure la couche provisioning d'infrastructure. Donc, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un playbook Ansible qui va s'exécuter, qui va finalement configurer les VM, installer Java, vérifier les paramètres de firewall, tout le socle applicatif. Ensuite, on va configurer JBoss, donc en mode standalone. On va aller chercher la release applicative, qui est en fait un WAR, qui nous a été fourni par nos développeurs, qui peut être stocké dans un Artifactory, par exemple, un repository de WAR. On va le déployer automatiquement dans la VM EAP. On va faire quelques smoke tests. Donc là, on peut définir tous les tests qu'on veut, pour vérifier que le déploiement s'est bien passé. On peut effectuer des rollbacks, il y a tout un jeu de contrôle qui est offert par Ansible. Et à la fin, ce qu'on aura, c'est donc cette application JBoss EAP qui, en plus de ça, pour le fun, est configurée et connectée à une base de données NSSQL, parce que c'est possible. Alors, voilà, donc les playbooks Ansible, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce type de fonctionnement, c'est une série de tâches séquentielles. Donc on est capable d'importer des rôles. Et là, le rôle d'install EAP que j'utilise, en fait, c'est un rôle communautaire qui est disponible sur le repo de rôle Galaxy,
qui contient tous les rôles contribués par la communauté pour utiliser Ansible. Alors, je ne l'ai pas utilisé tel quel, je l'ai un peu réadapté pour que ça soit compatible avec mon use case, mais au final, j'ai finalement eu assez peu de travail puisque j'avais une base de démarrage sur laquelle travailler. Et là, on voit que le job s'est effectué de façon successful. Et si je me connecte à cette VM en question, qui est celle-ci, j'ai maintenant accès à évidemment, j'aurais pu faire un refresh pour vous montrer qu'il n'y avait pas avant, ce que je vais faire sur cela. Et donc ici, on a maintenant notre site de e-commerce en version 1. Alors, c'est très bien, mais c'est la version standalone. Généralement, en production, on souhaite avoir des systèmes résilients. Et il se trouve que JBoss EAP est capable de former un cluster applicatif en utilisant DataGrid, ce qui va permettre d'avoir plusieurs instances de la même application CoolStore qui va chacune run dans sa propre VM. Et comme elles seront accrochées derrière le balancer F5, on sera capable de fournir comme ça une résilience à moindre effort. Donc pour ça, en fait, je vais utiliser le même playbook. Et c'est un playbook qu'on a configuré pour finalement faire soit du standalone, soit de la configuration. Je vais le lancer tout de suite parce qu'il prend 2 minutes à s'exécuter. Et ce qui est important, ce qui est intéressant, disons, c'est que la partie load balancer, c'est pas moi qui l'ai écrite, c'est mon collègue Nicolas, qui est ici notre expert F5. Alors, sur le run de ce playbook, j'ai rajouté un petit prompt, juste pour que ce soit un petit peu plus friendly. Donc, on voit que je vais déployer la version 1.0 et que je vais enable la configuration achat. Donc, c'est juste pour vous montrer que cette fonctionnalité existe. Et je fais un launch, et là, ça va exécuter le même playbook. Ça va dérouler les mêmes actions, mais en configuration achat. Et en plus de ça, ça va intégrer des fonctionnalités de load balancer F5 qui ont été écrites par Nicolas. Et on a travaillé en mode collaboratif au travers de Bits, c'est-à-dire qu'il a fait des pull requests sur mon playbook. Moi, j'y connais rien à F5. Et maintenant, mon playbook fonctionne avec F5. Comme l'a expliqué. Ça marche, je crois. Vas-y. Comme l'a expliqué David, une des problématiques que nous a soumis également qui est au début de notre meeting, il y a 6 semaines, c'était que l'on soit capable en fait de pouvoir gérer effectivement la scalabilité de l'application, parce que de plus en plus de monde a envie d'aller sur CoolStore pour nous acheter des super beaux t-shirts, super trendy, et donc du coup, on a travaillé avec David pour justement faire quelque chose qui nous permette de réaliser, de répondre à cette problématique. Donc comme l'a expliqué David, on est reparti globalement du même playbook. Moi, tout ce que j'ai eu à faire, ça a été de lui donner en tant qu'expert F5 le rôle nécessaire pour qu'on puisse configurer le F5 et attacher le load balancer, les VM, pardon, load balancer, pour qu'on commence justement à apporter cette scalabilité. Et donc, ce qui nous a permis, en fait, comme le disait David, de travailler de manière totalement collaborative. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, alors j'espère que le playbook n'est pas allé trop vite, c'est que le F5 est totalement vide. Voilà. Il n'y a pas de virtual server pour l'instant, parce que le playbook est en train d'être déroulé. Et donc ce que l'on va voir ici, d'ailleurs c'est ce que l'on voit ici au niveau de l'adresse, c'est que pour l'instant, effectivement, l'application n'est pas prête. Donc elle est en train d'être déployée. Je regarde juste où il en est. Il ne va pas tarder à arriver sur la partie F5. Globalement, en fait, la seule chose effectivement qui a été changée par rapport à ce qu'a fait David dans la première exécution de playbook, c'est d'avoir changé effectivement ce flag pour nous permettre en fait de passer en version totalement achat. J'attends toujours que ça déploie. En même temps, sinon je pourrais juste suivre éventuellement mes notifications Slack, parce que comme je disais, on a rajouté justement cette partie collaborative, donc on a aussi mis un système de communication assez moderne pour avoir en fait des informations, des notifications au niveau du groupe pour dès que des playbooks ou on verra après des pipelines qui sont lancés, on puisse suivre le statut. Je regarde où il en est. Il n'y a toujours pas fini. Voilà. On arrive où? Si David, tu veux. Oui. Hop, hop.
voyez par rapport à la séquence initiale, la seule étape qu'on a rajoutée, c'est le add to F5. Et ça, c'est l'import du rôle de Nicolas. Est-ce qu'il a fini? Alors, il y arrive. D'ailleurs, on peut également voir dans la log que le WAR n'est déployé que sur la deuxième machine, parce que la première avait été faite. Voilà. Exact, oui, il y a ça aussi. Donc là, si je fais un petit refresh, hop, ça y est, j'ai mon virtual serveur qui est créé avec son moniteur, avec ses pools, avec ses nodes. Et donc, si je fais F5 ici, ou un refresh, hop, mon pool store arrive, il est déployé en version cluster. Donc ça. Vous allez être direct. Comme on est en mode Nofi, on va vous montrer que ça nous a vraiment déployé le pool store en mode achat. Donc on va killer un des pool stores à la main et on va vérifier qu'on a gardé le basket. Donc par contre, il faut juste que tu add to basket, parce qu'une des fonctionnalités de EAP, alors il y a certainement des gens ici, y compris dans nos équipes, qui sont meilleurs en JBoss que moi. Moi, je trouve ça assez impressionnant. Ça partage le panier du pool store à chaud, en fait. C'est-à-dire que donc on peut ajouter dans le basket, c'est in memory, on peut avoir plusieurs sessions, chacune a son basket, mais si on kill un EAP, chacun garde son propre basket. Exact. Donc là, j'ai vérifié les logs pour savoir lequel serveur prend la main au moment où j'ajoute mes articles dans mon panier. J'achète beaucoup de t-shirts et un peu de montres aussi parce que c'est pas mal. Ça m'étonne de toi. Oui, c'est bien une montre, oui. Ah, et puis ça aussi, c'est pour des usages un peu particuliers. Alors, mon panier est à 178 $, 176 pardon. Donc là, je vois ici que c'est ce serveur-ci qui a pris la main. Donc ce que je fais, c'est que je fais un stop du service que je vais faire faire un kill, c'est moche. Faire un service. Alors, service, stop. Service, puis JBoss qui reste en dehors. Je crois que c'est le stop à la fin. Ah. Donc, ce qui est intéressant à noter, c'est que cette configuration de standalone dans notre service, elle est réalisée par le playbook aussi. Parce que c'est pas forcément évident d'avoir les commandes standalone, enfin d'avoir les commandes service dans JBoss, en tout cas pour moi. Yes. Donc là, déjà mon site est toujours opérationnel. Donc là, je vois que je commence à avoir les logs sur mon deuxième serveur, que le load balancer a bien fait son travail et que aussi la partie carte, donc ici, est bien à jour et que je peux continuer en fait à mettre des articles dedans. C'est pas si facile à obtenir avec, comment dire, sans JBoss et sans Java. Alors, donc voilà, donc ça c'était notre première, finalement, une des premières requêtes que nous avait fait le boss, c'était essayer d'industrialiser un petit peu. Et il se trouve qu'avec avec ce playbook qu'on a écrit, avec le fait qu'on est capable de déployer JBoss as code, finalement, en YAML, vous avez eu une démonstration Ansible juste avant, si vous étiez là, probablement vous savez la simplicité du langage. On a un added value, un bonus qui arrive directement, c'est qu'on peut le déployer direct dans AWS en utilisant à peu de choses près le même playbook. Et donc là j'ai un template qui est donc le lien entre finalement l'inventaire Ansible et le playbook en YAML. Il s'appelle RH Forum AWS EAP, je vais l'exécuter. En fait il fait appel au même playbook EAP, il ressemble vraiment pour la même chose. Et quand je le launch, ça va faire un deploy de la même stack, cette fois-ci en version 1.1, puisque c'est des développeurs qui m'ont demandé d'être capables de relivrer des versions applicatives, mais sur une stack EC2, avec un load balancer virtuel F5 dans AWS. Et il y a une raison pour laquelle on est capable de faire ça aussi facilement, c'est parce que partout, on utilise le même socle Red Hat. Et en fait, c'est quand même assez intéressant de pouvoir déployer où on veut, à partir des mêmes playbooks Ansible. Je pourrais le faire pareil dans la Google Cloud Platform, pareil dans Azure, je peux shipper ma version 1, je peux la valider dans AWS, la reshipper directement dans RHV à l'identique, avec le même playbook, avec le même simple clic dans Ansible Tower. Ça vous va Ça m'a l'air plutôt pas mal.
Sachant que vous n'êtes pas des rapides en plus, ça m'a l'air d'avoir été fait dans un délai record. Combien de temps faut qu'on mette ça en œuvre? Il faut généraliser maintenant. L'intérêt d'Ansible, c'est que c'est assez simple à mettre en œuvre. C'est-à-dire que le saut d'apprentissage pour être capable de faire du YAML et du langage Ansible, c'est très rapide à prendre en main. Donc on obtient des résultats assez rapidement. Moi, je connaissais assez peu EAP en fait. J'y suis arrivé avec un minimum d'efforts. On généralise. Une chose qui est aussi assez intéressante, c'est que du fait justement de Tower et potentiellement d'utiliser Galaxy aussi en interne, on va pouvoir publier les rôles des différentes équipes. Donc moi notamment du réseau, lui de l'infrastructure et nos collègues à côté des applications, vont pouvoir centraliser leur rôle dans Galaxy et vont pouvoir être consommés en fait comme du service. Et donc n'importe qui, comme David, comme je disais, qui était un peu lent, va pouvoir utiliser les différents rôles et playbooks, même s'il ne sait pas trop à quoi ça sert derrière. Et donc c'est effectivement ça, désolé David, c'est effectivement ça un des intérêts aussi de la partie Ansible. Bah écoutez, super, hein, ça donne envie d'en voir vraiment plus. Là je crois qu'on peut aller l'étape d'après maintenant avec Maxime et Laurent. Super. Yes. À vous messieurs. À nous. Ben nous, avec Maxime, on a exploré en fait une autre façon de se transformer. Alors bien sûr en utilisant ce qu'ont fait nos petits camarades, en capitalisant sur les mêmes bases, donc en réutilisant aussi Ansible, mais en fait en s'attaquant à une autre technologie qui est plutôt la technologie de conteneurisation. D'accord? Donc la technologie de conteneurisation, en quelques mots, quelques images si vous ne connaissez pas, c'est effectivement, à l'instar du transport maritime, se dire qu'aujourd'hui on a toute une hétérogénéité en termes de patrimoine applicatif, de façon de packager, de livrer, de déployer, de monitorer ce patrimoine applicatif. Et en fait, on va pouvoir ce patrimoine le mettre dans un conteneur qui va nous offrir en fait une interface standard, uniforme, pour nous permettre facilement de livrer, de déployer, d'exploiter, de monitorer nos applications. Donc l'avantage de ça, c'est qu'effectivement, pour les devs, on va pouvoir intégrer beaucoup plus rapidement de l'innovation, parce que pour les ops, on continue de voir une seule chose, le conteneur, une chose qu'on va pouvoir maîtriser et surtout sur laquelle on va pouvoir capitaliser puis automatiser à outrance pour gagner du temps et gagner de l'argent, bien sûr. Donc, notre première étape, nous, c'était de se dire, ben, cette application CoolStore, dont on a une archive, une web archive, c'est une application Java, et bien, on va pouvoir la prendre, on va pouvoir simplement la rehoster en utilisant JBoss EAP et en fait la mettre dans un conteneur qu'on va déployer sur OpenShift. Tu connais OpenShift, Maxime? Exactement, j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu sur OpenShift dans l'équipe. Donc OpenShift, c'est très simple. Il faut savoir que c'est une plateforme PaaS qui s'appuie sur les technologies de containerisation et d'orchestration de containers, comme Kubernetes, qui est vraiment le standard du marché de facto, qui est utilisé dans l'ensemble des solutions containers. Il faut savoir qu'avec OpenShift, en fait, Laurent, tu vas pouvoir containeriser tes applications, donc construire des images de containers qui vont te permettre de déployer tes composants applicatifs. Tu vas pouvoir les exécuter, les déployer et les opérer, tout ça en passant très facilement à l'échelle. Donc aujourd'hui, on va déployer CoolStore, c'est une application, mais si demain on décide d'étendre notre site d'e-commerce, on va pouvoir le faire très facilement sur la plateforme. Exactement. Donc là, effectivement, dans notre petit scénario, on s'est installé un environnement OpenShift on-premise. Et puis, on va repartir de notre existant. Donc, c'est vraiment nos assets applicatifs qui sont dans le Nexus. On n'y touche pas, ils sont là. Et puis, on va voir comment très facilement on va pouvoir mettre en place un environnement de développement et puis une base de données pour notre CoolStore. Et puis, finalement, le serveur d'application. Alors, la base de données, ça paraît pas forcément naturel au premier abord de mettre ça dans un conteneur. Mais en fait, c'est des choses qu'on voit de plus en plus souvent sur les environnements de dev, de test, de qualif, parce que justement, ça devient hyper simple, hyper rapide de provisionner une base, de la popper, et puis finalement, de la casser une fois qu'on n'en a plus besoin, jusqu'à la prochaine fois. Donc c'est maintenant ce qu'on va vous montrer. Alors, je passe ici sur mon environnement OpenShift on-premise. D'accord, un environnement, c'est celui-là. Un environnement complètement vierge. Et donc, moi, en tant que lead développeur,
souvenez, je vous parlais tout à l'heure de repositionner les responsabilités, donner plus de responsabilités aux développeurs, plus de self-service. Donc en tant que lead développeur, je vais pouvoir créer mon projet, d'accord, mon environnement, où je vais pouvoir m'amuser à déployer mon application CloudStor en mode monolithe, voilà, pour faire mes différents tests. Alors quand j'ai un projet, j'ai tout de suite un workspace où je vais pouvoir suivre le déploiement de mes applications, où je vais pouvoir construire de nouveaux composants, suivre l'utilisation des ressources, parce que bien sûr, à ce workspace va être associé en fait un ensemble de quotas de ressources que je ne vais pas pouvoir dépasser sans le visa de mon administrateur préféré. Donc dans OpenShift, j'ai cette notion de catalogue, je vais pouvoir voilà, parcourir le catalogue, et puis ici, parmi l'ensemble des services présents dans mon catalogue, moi je vais choisir de me déployer voilà, une base, un Microsoft SQL Server. Je vais pouvoir créer ma base à la volée en lui donnant un petit nom, et puis voilà, je vais me donner un petit secret, un petit mot de passe. Et puis je vais demander tout simplement à OpenShift de me provisionner une base. Et donc si je reviens voilà, dans l'overview, je vais avoir un service SQL Server qui est en train de se créer tout simplement. Donc dans mon projet, en plus, ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue réseau, je suis complètement isolé du reste du monde. Donc je déploie ma base avec les ressources qui m'ont été allouées et je suis sûr que j'embête personne. Je vais faire la même chose pour mon composant CloudStor. Donc je vais dans mon catalogue. Là, je vais demander voilà, les différents templates qui utilisent OAP. On en a plusieurs déclinaisons parce qu'on peut gérer plusieurs versions, plusieurs types de stack applicatives. Je vais prendre simplement celui qui utilise voilà, SQL Server avec un binaire. Et puis là, si vous avez de bons yeux, vous voyez que je reprends directement en fait, mon fichier, mon WAR, mon archive qui correspond à mon application. Donc l'application qui a été construite au préalable par Nicolas et David, c'est exactement la même application qu'on va redéployer directement en container dans OpenShift. Alors là, c'est un petit peu plus complexe que la base SQL Server, parce que ce que je vais avoir sur CloudStor, ici, sur mon application, c'est la notion de build. Puisqu'en fait, on va utiliser des conteneurs qui sont basés sur des images. Et la première étape, ça va être justement de recréer une image immuable qui sera en fait la fusion de mon socle AP fourni par mes ops, certifié par mes ops, et ma logique applicative, mon application que j'apporte moi. Le tout va faire voilà, un ensemble immuable qui est en train d'être déployé ici. Quand c'est bleu clair, ça veut dire que c'est pas tout à fait prêt, ça ne peut pas encore recevoir la charge. On va attendre quelques secondes. Et je vais recevoir, voilà, je vais avoir un pod bleu foncé, normalement, voilà, prêt à recevoir. Pas tout à fait, il est un peu plus, c'est pas très grave. Des fois ça prend. On verra ça plus tard. Donc voilà, j'ai pu déployer très facilement mon application et je peux jouer avec cette application. Donc ça, c'est vraiment une première étape où effectivement, on va réhoster, réhéberger notre application. On appelle ça aussi le lift and shift. D'accord ? Alors, on a figuré ici une étape simple où on construit une nouvelle image, où on la déploie sur un environnement dev. Mais la chose super intéressante, c'est qu'OpenShift, ça va être une plateforme naturellement multitenante sur laquelle on va pouvoir mettre nos différents environnements, intégration, QA, production, environnements qui resteront complètement isolés les uns par rapport aux autres. Donc ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est voilà, un process de build d'image avec un déploiement. L'idée ensuite, c'est de faire intervenir en fait un orchestrateur qui va pouvoir justement faire avancer notre image. Alors Maxime, je vais avoir besoin d'un orchestrateur. Pas de souci, alors on a automatisé ces étapes-là, donc on va pouvoir très facilement déployer un orchestrateur. Donc moi je vais le faire, on va dire en background, pendant qu'on continue, on verra ensuite ce qui a été déployé. Voilà, alors comme Google, je dis OK Maxime, déploie-moi un orchestrateur. Il suffit de faire ça. Ton orchestrateur. Merci. Donc cet orchestrateur, c'est lui véritablement qui va posséder, dans lequel vous allez justement intégrer toute la logique de progression, de promotion de votre application pour pouvoir dire que cette image que vous avez construite une fois, vous allez ensuite la déployer sur différents environnements avec une logique de validation qui vous est propre.
et puis surtout la déployer sur différents environnements avec des configurations de déploiement différentes. Puisque l'intérêt, c'est bien sûr de se dire, effectivement, plus je vais aller vers la prod, peut-être plus je vais avoir besoin de ressources pour supporter des tests par les utilisateurs, des tests de performance. Et puis surtout, je vais avoir besoin de méthodes de déploiement différentes. Autant je peux supporter de faire de l'annulaire en place sur les environnements de développement et de test, autant en production, je vais vouloir vraiment éviter ça à tout prix, qu'il n'y ait pas du tout d'interruption perçue par l'utilisateur, et donc je vais pouvoir mettre en place en fait des mécaniques avancées de déploiement telles que le rolling update, le blue-green deployment. Donc c'est typiquement ce qu'on va faire ici. On va créer ensuite deux environnements, un bleu, un vert, pour alterner les déploiements. Alors, si on regarde un petit peu notre environnement, donc maintenant, normalement, on devrait avoir fait apparaître un orchestrateur. Alors, il est en train de se déployer, donc il a pratiquement terminé. Donc on va pouvoir vous montrer l'application dans le domaine de développement déjà qui a fini de se déployer et vous montrer donc notre projet qui va contenir entre guillemets notre plateforme d'intégration continue qui se résume aujourd'hui uniquement à un Jenkins. Donc Laurent vous montre ça tout de suite à l'écran. Alors, je vous montre tout d'abord l'application. Effectivement, on a cette même application Cookstore qui a simplement été containerisée. Une petite terrain. Et puis, à côté, on a créé effectivement cet environnement CI/CD avec notre orchestrateur Jenkins qui est en cours de déploiement. Exactement. Okay. Une première étape, on a un orchestrateur. Donc voilà, on vient de voir que le Jenkins venait tout juste de finir de se déployer, donc il va nous permettre d'opérer notamment nos pipelines et de gérer le cycle de vie de notre application. Alors, c'est super, mais maintenant, je veux d'autres environnements, je ne vais pas les recréer manuellement. C'est sûr. Donc comment je peux faire? Je vais avoir quelques solutions pour toi. Ne révèle pas tout de suite. L'idée, c'est que tu puisses te concentrer finalement sur ce qui t'importe le plus, à savoir, comme tu es architecte, travailler sur tes développements, définir de nouvelles architectures pour nos différents socles applicatifs. Et moi, je vais capitaliser finalement sur le travail qu'ont fait David et Nicolas et sur l'investissement qui a été fait au sein de nos équipes sur Ansible. Et je vais réutiliser des rôles, comme l'a fait David, qui sont déjà fournis par Red Hat. Et finalement, on retrouve des rôles qui vont nous permettre d'appliquer un ensemble de ressources, donc Kubernetes ou OpenShift, directement sur nos clusters à partir de descripteurs. Donc à partir de là, en fait, je vais être en capacité de reproduire l'ensemble des environnements pour notre application. Super ça. Donc, de la même façon, je vais le lancer en off. On va pouvoir voir ce qui se passe juste par la suite. Donc là, c'est lancé en off. J'exécute mes playbooks Ansible. Donc, on a plusieurs modes en fait de fonctionnement. Moi, je pars directement en fait depuis mon laptop pour déployer l'ensemble de ces playbooks. On n'a qu'un seul projet, c'est pas forcément très grave. Mais si par la suite on décide de déployer peut-être 10, 100 projets, de fournir des briques d'automatisation à l'ensemble de nos équipes, parce qu'on n'est pas la seule équipe finalement dans l'entreprise, il faut qu'on apporte une certaine gouvernance autour de ces briques d'automatisation. Et c'est là finalement qu'on va pouvoir s'appuyer sur la partie tower, vraiment pour apporter ces briques de airbag, de sécurité, de gouvernance, de gestion de nos inventaires notamment. Et bien évidemment, le fait d'avoir automatisé l'ensemble de ces événements directement via Ansible, je peux juste avancer, ça va nous permettre d'assurer la reproductibilité de ces environnements si, par exemple, notre cluster on-premise crash ou notre cluster dans le cloud public devient indisponible pour une raison obscure. Donc si on regarde ce qui a été fait dans ces différents environnements, on a un environnement de test qui va nous permettre de réaliser des tests notamment d'intégration, de sécurité, qui contient exactement les mêmes composants que ce qu'on va avoir dans notre environnement de développement. Et pour la production, on a été un petit peu plus prudent. Mais pour autant, on a été innovant dans le sens où on a mis en place des stratégies de déploiement avancées, donc de type blue-green. Si tu peux juste avancer, Laurent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une version bleue, qui est notre version courante de l'application, et on a une version verte qui va être finalement la nouvelle version d'application qu'on va déployer. On va pouvoir passer d'une version à l'autre sans interruption de service. Et comme on a été prudent, finalement, on s'est appuyé sur une base de données qui est encore en VM, qui est la base de données qui a été utilisée pour la phase 1, donc notre base de données SQL Server. Donc bien sûr, pour après gérer le cycle de vie et la promotion d'environnement en environnement,
on va s'appuyer sur ce qu'on appelle un pipeline dans Jenkins. On va également pouvoir décrire comme du code, donc ça nous permet de le versionner et également d'assurer la reproductibilité de ce pipeline. Donc on va passer par différentes étapes. Donc on a une première phase finalement de construction de notre application et de publication de cette application dans un repository d'artefacts comme Nexus. Et ensuite on rentre vraiment dans un monde OpenShift, container, où on va construire notre image de container à partir de ce WAR qui est dans Nexus et on va le déployer dans les différents environnements et en faire la promotion pour enfin passer d'une version à l'autre. Et ce qui est très important finalement, c'est que l'utilisateur il n'a pas envie d'aller voir ce qui se passe dans OpenShift, il n'a pas envie d'aller voir ce qui se passe dans Jenkins, il veut être notifié très simplement. Donc au sein de notre pipeline, on peut inclure différentes étapes de notification vers Slack. C'est le modèle de communication qu'on a choisi d'employer pour mener ce projet. Du coup, ça nous permet de suivre l'état d'avancement, notamment de notre pipeline. Donc là, il y a eu des runs qui ont été faits précédemment, et donc on peut voir les différentes étapes. Donc on voit ce qui se passe côté Tower, on va voir ce qui se passe côté pipeline une fois qu'il sera déclenché. Donc Laurent, est-ce que tu peux me montrer les différents environnements? On va regarder où ça en est tout de suite. Là, je vais aller vérifier. Là, ça y est, j'ai bien tous mes projets qui sont là. Si je vais regarder ma prod, écoute, ouais, voilà, j'ai mes deux environnements, enfin mes deux sous-environnements, déploiement, bleu et vert, qui sont là, avec aussi notamment voilà, un petit routeur intelligent qui va me permettre là, de piloter en fait la répartition de mes utilisateurs entre mon environnement bleu, mon environnement vert. Mais écoute, c'est pas mal, Maxime, c'est pas mal. Mais je pense qu'on peut aller encore plus loin. À toi de me dire, qu'est-ce que tu souhaiterais faire? Donc c'est super, là, on a notre environnement on-premise, mais maintenant qu'on a automatisé plein de choses, je me dis qu'on pourrait voir si tout ça, ça fonctionne bien aussi sur un environnement dans le cloud. J'ai justement un petit cluster là sur Azure. Ah, tu as un cluster sur Azure? Ouais, je pense que ce serait pas mal qu'on essaye de déporter des environnements là-bas, parce que globalement, je sais pas vous, mais sur tout ce qui est développement et test, on a beaucoup de mal à être très prédictible en termes de charge, en termes de ressources. Donc ce serait vraiment pas mal de déporter ces environnements-là sur le cloud, comme ça quand on en a besoin, quand on en veut beaucoup, on en met beaucoup. Quand on les utilise plus, on les arrête. Donc économiquement, il y a un vrai sens à les déporter. Okay. D'accord? Tu peux me faire ça? Je pense que je peux t'apporter des réponses. Et la clé notamment, ça va encore être Ansible sur ces couches d'automatisation. Parce qu'on va être en capacité finalement de très facilement réutiliser ce qui a été fait pour l'étape précédente pour venir déporter ces environnements sur une nouvelle cible. Donc là, j'ai juste à spécifier une nouvelle cible donc, qui va être donc, mon cluster Azure et je vais pouvoir redéployer l'ensemble de mes environnements. Donc là, on va voir que les environnements n'apparaissent pas tout de suite parce qu'il y a différentes étapes à réaliser. On va d'abord reconfigurer notre cluster on-premise de façon à prendre en compte un nouveau pipeline de déploiement hybride, reconfigurer nos environnements de production, on va le voir pourquoi juste après, et ensuite déployer nos environnements directement dans Azure. Ok, ça marche, parfait. On va juste, voilà, je pense que ça va pas tarder. Ouais, je vais juste revenir à la présentation pour la suite, ça va arriver. Voilà. Alors, je pense quand même que pour réaliser justement tous ces mouvements entre on-premise et Azure, on va avoir besoin d'une nouvelle brique, non? Exactement, exactement. Tu peux nous en dire quelques mots? Stratégique. Alors, on va voir ça ensemble. Tu peux nous dire quelques mots de cette nouvelle brique? Alors là, on a introduit en fait une nouvelle brique donc, qui s'appelle Koe, qui est une registry d'entreprise. Donc une registry, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de stocker nos images de containers de façon à pouvoir les redistribuer sur nos environnements. Donc il faut savoir que dans OpenShift, on a déjà une registry intégrée, c'est ce qu'on utilise pour la première étape. Mais là, maintenant qu'on est dans un modèle multi-cluster, il faut qu'on ait cette source de vérité qui nous permette de distribuer les images sur l'ensemble de ces clusters. Donc pour ça, on utilise cette brique qui s'appelle Koe et qui nous apporte aussi des fonctionnalités d'entreprise et notamment des fonctionnalités d'analytics et de sécurité. Donc en termes de sécurité, vous allez pouvoir faire l'introspection sur vos images, faire le scan de vos images notamment et bloquer le déploiement d'images qui ne seraient pas conformes finalement à vos standards de sécurité. Ok, parfait. Je crois que c'est bon, là. Je peux commencer à modifier mon code? Je pense que tu peux y aller. Okay. On va regarder ça. Je pense que l'ensemble des environnements sont prêts. Je vais regarder de mon côté. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder déjà notre application.
notre application, si d'après ce qu'on m'a dit, elle n'a pas un logo super. Voilà. Ouais, elle a un logo Red Hat tout bête, mais on est au forum, donc on voudrait un petit peu customiser ça. Donc je vais aller juste vérifier, effectivement sur Azure, ça y est, j'ai mes environnements de dev et de test qui sont là. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais simplement aller en tant que développeur, changer mon code, parce que j'ai envie de faire des choses simples, rapides, je n'ai pas forcément envie de me soucier de tous ces processus de containerisation. Donc là je vais aller dans ma partie web app, et je vais simplement changer la référence du logo. Je veux plus le logo tout bête, je veux celui du forum, le logo France. Donc en tant que développeur, juste je dis voilà, update logo, et je modifie mes changements. Puis je pense que d'un point de vue mécanique, pipeline, tu as tout mis en place, Maxime. Oui, l'idée c'est vraiment que tu puisses te concentrer sur ton travail de développement et d'architecture encore une fois. Je me suis occupé de tout. Ton pipeline va être déclenché automatiquement via la notion de webhook et du coup on devrait voir le cycle de vie et le pipeline s'exécuter très rapidement. Donc voilà, on voit qu'il a démarré. Donc vraiment cette chaîne est automatisée de bout en bout à partir du moment où tu vas committer ton code jusque potentiellement un déploiement dans l'environnement de production. D'accord. Un simple commit et c'est bon, c'est déployé en prod en quelques minutes. Exactement. Bien sûr, on est un petit peu prudent, on ne va pas forcément mettre en production notre site web durant un Black Friday ou durant un pic dans la journée. Donc on ajoute vraiment ces security gates, je peux dire en anglais, pour valider le déploiement, notamment donc tu pourras valider ton déploiement de production. D'accord. Pendant que ça tourne, on va peut-être un petit peu regarder ce qui se passe du côté de notre registry. Qu'est-ce que tu en penses? On peut commencer à regarder ça. Donc là en fait on est sur notre registry d'entreprise, donc Code.io. Donc là on est sur le repository de notre image CoolStore, qui est notre image monolithique. Donc bien sûr vous pouvez suivre l'activité sur cette image, mais ce qui est intéressant c'est surtout ce qui va se passer au niveau du tag de nos images notamment. Donc là en fait on voit apparaître l'ensemble des tags d'images. Donc il faut savoir que c'est une notion propre à une image de container. Donc en fait ça nous permet entre guillemets de versionner notre image, de lui ajouter un petit peu plus de contexte. Donc on utilise ces tags ensuite pour réaliser la promotion dans les différents environnements. Donc là on voit qu'on a 3 tags, parce qu'il y a un premier run qui a été fait il y a 20 heures. C'était pas trop tard dans la nuit encore, ça va, je me rends compte, c'est juste en fin de soirée. Ici on va avoir toutes les notions en fait de scan de sécurité de nos images, donc ça nous permet d'avoir un petit peu plus d'informations. Donc par exemple, quand on l'a exécuté il y a 2 jours en se basant sur notre image, on n'avait aucun problème de sécurité parce qu'on avait récupéré la dernière image de Red Hat. Quand on l'a exécuté hier, on commençait déjà à avoir 3 alertes parce que potentiellement il y avait des CVE qui étaient sortis, et on voit qu'aujourd'hui on a un CVE qui est plutôt important. Et donc du coup ça vous permet vraiment d'avoir de la visibilité sur ce qui se passe au niveau de vos images et sur ce que vous allez déployer sur votre cluster OpenShift. Donc là on n'a pas mis en place de blocage pour le déploiement de cette image. Et vous allez pouvoir également avoir de l'information sur l'utilisation de vos images, par qui elles vont être utilisées, combien de fois elles vont être couchées, poolées, et ainsi de suite. Donc c'est un ensemble d'informations que vous apporte directement Coué, et bien sûr on bénéficie de mécanismes classiques type airbag et ainsi de suite, de façon à gérer les différents accès de nos utilisateurs. Parfait Maxime. Alors juste on va récapituler un petit peu. Effectivement là on est en train d'exécuter un pipeline qui du coup est un peu plus complet, un peu plus complexe. On va intégrer des étapes supplémentaires de promotion et puis de distribution, de tagging, de scan d'images dans la registry. Avec une dernière étape juste à la fin, effectivement, où on va demander à l'utilisateur est-ce que vous voulez passer en manuel, est-ce que vous voulez véritablement déployer, en fait, switcher vers cette nouvelle version. Alors je vais revenir sur mon environnement. En théorie, on ne devrait pas être très très loin.
du résultat. Hop, je viens sur le paquet. Voilà, je suis en train de suivre, j'ai réalisé les premières étapes. Je suis en train de construire mon image de conteneur. Je vais ensuite la déployer sur les différents environnements, on-premise, puis sur mon cloud Azure, avant de revenir en production. Exactement. Donc là, un des avantages aussi qu'on a eu avec Laurent, c'est que on a un projet Bootstore, on a des besoins particuliers par rapport à notre Jenkins. Donc notamment, on souhaite utiliser du Slack. Et bien sûr, il nous faut un plugin et une configuration pour Slack. Donc si on est dans un modèle un petit peu traditionnel, VM, bare metal, je ne sais comment, c'est un petit peu compliqué en fait de réaliser la configuration à chaque fois de notre Jenkins, ou des fois finalement on a un Jenkins d'entreprise, donc pour le configurer pour les besoins de chaque projet, c'est pas évident. Là on a des mécanismes qui nous permettent directement d'inclure les configurations qu'on souhaite avoir pour notre Jenkins, et finalement pour chacun de nos projets on peut générer un Jenkins qui va vraiment parfaitement combler les besoins qu'on va avoir pour ce projet. Bon, notre pipeline avance, exactement. On va peut-être le laisser, voilà. On vous montrera d'ici quelques minutes ce que ça donne. On peut se faire peut-être un petit bilan, Olivier. Donc, tu vois, avec cette technologie de containerisation, ce qu'on va pouvoir faire assez facilement, c'est justement automatiser pour accélérer le cycle de développement et de livraison, donc vraiment réduire notre time to market, rendre tout ça beaucoup plus fiable. Se dire aussi qu'on va devenir totalement portable grâce à nos scripts de provisioning d'environnement, mais aussi grâce à notre image de conteneur qu'on va pouvoir transporter telle qu'elle et aller exécuter sur différents environnements. J'irai un peu plus loin, Laurent, sur la portabilité et notamment sur cette stratégie d'hybridation. Sachant que OpenShift, vous pouvez le déployer sur tout type d'environnement, vous avez vraiment toute votre expérience de base qui est déportée donc, dans la façon dont vous allez opérer vos applications. Vous allez pouvoir le faire de façon similaire, peu importe l'environnement. Et de la même façon, pour nos architectes, nos développeurs, ils vont pouvoir utiliser la plateforme et avoir exactement la même expérience utilisateur. Donc vraiment, après, sur la partie reproductibilité de nos déploiements, c'est Ansible qui nous permet de vraiment pouvoir porter nos environnements, et ce très vite. Pour la petite anecdote sur ce sujet-là, quand on a préparé la démonstration, il faut savoir qu'on a perdu un cluster jeudi soir et qu'on a été en capacité en fait, de remonter la démo très rapidement vendredi en, fait, en moins de 2 heures. Déploiement de cluster inclus. Donc comme quoi ça a un intérêt notamment automatisé, même si c'est une démo finalement ça retrouve presque dans un cas on a besoin de faire en fait, un PRA rapide sur notre démo. Donc pensez-y. Moi ce qui m'a bluffé là, c'est que si je comprends bien en quelques clics, vous avez réussi à bénéficier de ce qu'avait déjà fait notre équipe, notre magnifique équipe Ansible. Vous avez industrialiser le process pour le déploiement de vos applications sur des environnements reproductibles en appliquant toute la chaîne de CI/CD complètement intégrée. Donc ça, je comprends que ça va nous faire gagner énormément de temps et que de façon transparente, vous avez eu la capacité à déporter ce pipeline pour être dans un modèle hybride de façon transparente, quel que soit le cloud provider. C'est bien ça? Exactement. Concrètement, ça va mener quoi ça en bien par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui? Tu estimes qu'on va gagner quoi? Là, tu vois, auparavant, demander un nouvel environnement, provisionner des VM, les réserver, c'était plutôt une histoire de quelques semaines, 2 à 3 semaines. Là, tu as vu, c'est quelques clics pour avoir mes ressources. Et puis derrière, effectivement, je peux mettre en place mon pipeline pour me dire, effectivement, quand 5, 6, 8 minutes, je suis capable de faire un flow complet avec tous les tests automatiques pour déployer mon application. Juste un point là, si je donne ça, si on commence à parler de ça dans les équipes de dev, on se jeter comme des dingues dessus, ça va pas nous coûter en coût d'infra, en ressources, on va tenir. Ben, ça va tenir d'autant plus qu'avec cette technologie conteneur, tu vas réussir vraiment à densifier, en fait, à mettre globalement sur les mêmes ressources plus de conteneurs qu'on mettait en fait d'applications dans des VM. Tout en gardant le contrôle bien sûr sur les ressources qui vont être utilisées, on va pouvoir mettre des quotas sur les utilisateurs, les projets, les applications, et ainsi de suite. Écoutez les gars, bravo. Il y a toujours un point qui nous reste à gérer, Jafar, c'est que là si je comprends quand même, on livre toute l'application, c'est bien ça? Tout à fait, c'est bien ça, oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière fois, le métier, il y avait 2 choses qui nous demandaient. C'était à être capable de livrer de façon un peu plus modulaire et pourquoi pas même leur donner la capacité à animer leurs offres commerciales
campagne marketing et leur laisser la capacité à faire les évolutions fonctionnelles aussi sans qu'il y ait besoin de relivrer. Tout à fait. Donc effectivement, pour respecter la directive de notre JBoss Olivier, on s'est dit comment est-ce qu'on pouvait améliorer un petit peu, amener un petit peu d'innovation dans la manière dont on allait développer nos applications et adopter par exemple ce qu'on appelle du cloud native. Alors, cloud native, ça ne veut pas forcément dire que ce sont des applications qui tournent dans le cloud, ça veut dire que ce sont des applications qui ont les caractéristiques du cloud, c'est-à-dire la scalabilité à la demande, le fait de pouvoir isoler certaines fonctionnalités pour avoir de la portabilité, pour pouvoir justement faire un petit peu ce que fait nos collègues, pour pouvoir déployer certaines parties des applications là où ça a plus de sens, faire de la géolocalisation, géoréplication, quand on parle des images, pour pouvoir être au plus près des clients qui vont consommer les différents services, etc. Donc, quelques principes avant de rentrer dans un peu plus de spécifiques. Pour pouvoir découper cette application en ensemble faiblement couplé, il faut adopter quelques principes. Donc, le fait de respecter la notion de service-based architecture, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur des périmètres fonctionnels pour pouvoir découper cette application. On va exposer des API REST de manière à ce qu'il y ait un couplage faible entre les différents services et on va utiliser les conteneurs comme vecteur de déploiement de ces services et de portabilité pour justement avoir un contrôle très granulaire sur ce que l'on souhaite déployer ou avec combien de instances, etc. Et finalement, évidemment, intégrer le meilleur de ce qui a été fait jusque-là, c'est-à-dire toutes les pratiques DevOps, pour pouvoir, de manière très rapide, pousser des modifications en production et aller vers ce qu'on appelle du déploiement continu. Donc là, si je rappelle un petit peu ce qui a été fait, on avait une application monolithique de e-commerce qui présentait un certain nombre de difficultés, de challenges aux équipes, à la fois en termes de déploiement, mais aussi en termes d'évolution fonctionnelle. Donc typiquement, on a eu des personnes du métier qui disaient qu'ils n'avaient pas suffisamment de liberté pour pouvoir mettre à jour les promotions au niveau de l'application et qu'ils étaient obligés à chaque fois de recourir au service des développeurs pour pouvoir faire ces modifications. Donc l'idée dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit comment est-ce qu'on peut analyser le code de cette application pour détourer les périmètres fonctionnels. Et donc en ce faisant, on a trouvé qu'il y avait quand même la possibilité de découper ça en grandes fonctionnalités. Une notion d'inventaire, une notion de catalogue, une notion de gestion de panier, une notion de gestion des promotions, de pricing, de commandes, etc. Donc ça, c'est la première partie. Cependant, on ne pouvait pas se permettre de garder tous les composants de manière complètement monolithique puisqu'on n'avait pas suffisamment de flexibilité pour pouvoir mettre à jour les différents services. Donc l'idée, c'était de se dire, dans un premier temps, d'introduire une couche de médiation. Donc pour pouvoir avoir à la fois un client qui va pouvoir consommer des nouveaux services, qu'on va pouvoir mettre à jour de manière fréquente et le modifier pour y intégrer justement la consommation des nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure qu'on va les intégrer, sans avoir pour autant à avoir le même cycle de vie au niveau des backends. Donc ça, c'était une première étape de la transformation, exposer des API REST et quelquefois les exposer à l'extérieur en mettant en place une API Gateway pour faciliter la consommation par les services externes. On a continué notre réflexion un peu plus loin et on s'est dit comment est-ce qu'on peut apporter un peu plus de modularité au niveau de cette application. Donc là, progressivement, on a été en mesure de sortir ces fonctionnalités, de les détourer, de les déployer dans des conteneurs qui sont isolés, d'avoir le meilleur de chacune des technologies en fonction du périmètre fonctionnel que l'on souhaitait adresser et d'apporter un petit peu d'innovation. Donc typiquement, on a pu par exemple sortir l'inventaire. L'inventaire et le catalogue sont désormais des services qui tournent dans des conteneurs isolés, qui ont leur propre base de données, qui sont dédiées, et le client va, au lieu d'aller attaquer l'ancienne API qui était dans l'application monolithique, on a rerouté l'appel vers les nouveaux services qui ont été déployés grâce à une couche de médiation qu'on a trouvée sur OpenShift et qui est extrêmement intéressante, qui s'appelle alors justement cette API Gateway Triscale et
Fuse pour faire du routage intelligent. Donc, alors, on va basculer vers un peu plus de concret. Et là, si je prends l'application existante, ce qui a été fait, c'est que justement, on a déjà complètement modularisé l'ensemble des services. Donc auparavant, comme on l'a vu dans l'étape précédente, on était sur une application qui était monolithique. Là, on a des conteneurs qui hébergent de manière unitaire à la fois des services, mais aussi des bases de données différentes en fonction du service. Donc on a par exemple une base de données Mongo, la fameuse gateway, l'inventaire avec une base de données Postgres, un WebUI, etc. Si on prend la version de production, on a une architecture qui est un peu plus éclatée. Et donc on a justement les inventaires, le pricing, le rating, etc. L'intérêt de cette démarche, c'est de se dire comment est-ce que je suis capable de mettre à jour un sous-ensemble de mon application sans être obligé de relivrer l'ensemble. Donc là, si on regarde l'application telle qu'elle est, j'ai cet item-là qui est disponible dans mon catalogue, à la fois en environnement de test, mais qui est également disponible en environnement de production, donc comme on peut le voir ici. On s'est rendu compte malheureusement qu'il y avait un problème au niveau de l'inventaire, qu'il y avait des défauts sur cet article, et on souhaitait justement livrer un correctif pour pouvoir empêcher de nouveaux clients de passer des commandes puisqu'il y avait un problème. Donc là, ce qu'on va faire, c'est assez simplement, on va passer un fixe au niveau du code qui gère l'inventaire, et l'objectif, ça va vraiment être de redéployer uniquement ce service et d'en gérer le cycle de vie comme on l'a vu auparavant sur l'ensemble du périmètre, c'est-à-dire environnement de dev, qualification et production. Donc là, au même titre, alors un Remind Me Later, j'en ai pas besoin, tout va bien. Et donc, si je retourne à mon projet de CI/CD, avec quelques petites lenteurs de réseau, mais ça devrait être corrigé assez rapidement. Donc là, normalement, le pipeline devrait démarrer, et la première étape va consister à déclencher le build de ce nouveau service et ensuite en faire la promotion sur les différents environnements jusqu'à arriver en environnement de production. Bon, on va attendre un petit peu, et ce faisant, on va voir ce qui se passe au niveau... Donc la question qu'on peut avoir, c'est de se dire, finalement, on a non seulement décomposé les différents services fonctionnels, c'est-à-dire le catalogue qu'on a géré dans le catalogue qu'on a conteneurisé, l'inventaire qu'on a conteneurisé, etc. Mais on avait également au départ, rappelez-vous, une base de données SQL Server monolithique qui contenait l'ensemble des données pour tous les services de l'application. Et la question qui se pose, c'est comment fait-on pour aller de cette application monolithique vers un ensemble de bases de données qui sont liées chacune à un microservice différent. Donc là, on a utilisé un projet assez innovant qui est développé par Red Hat, qui s'appelle Debezium, et qui nous a permis, dans un premier temps, de reprendre tous les distances de la base de données, d'introspecter le schéma, de le transformer en string Kafka, de manière à avoir quelque chose de reproductible qu'on puisse injecter dans les nouvelles bases de données, justement. Donc là, le principe, c'est de dire, j'ai un existant, mais je vais aussi avoir des nouvelles écritures qui vont arriver, puisque mon application continue de vivre sa vie. Et il faut que je puisse à la fois faire tourner mon as-is, et pendant que j'effectue les transformations, injecter les données dans les nouvelles bases. Donc là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a un string Kafka qui
contient l'ensemble des écritures et des données, qui passe dans un service de médiation qui est basé sur Fuse et qui permet du coup de rerouter l'écriture vers la base appropriée. Typiquement, quand on va détecter que c'est quelque chose qui concernait la base d'inventaire, on va le stocker dans une base Postgres. Quand on va s'attaquer à du catalogue, on va le mettre dans une base Mongo, etc. etc. Donc l'objectif, c'était vraiment de pouvoir, de manière la plus transparente possible, reprendre l'existant au niveau des données et l'injecter dans les différentes bases de données déployées pour chacun des microservices. Donc là, comme on peut le voir, on a notre build qui est toujours en train de se dérouler et on a un certain nombre d'étapes qui vont se réaliser, notamment le déploiement en environnement de test dès qu'on aura fini de builder la nouvelle version de l'image. Ce qui est intéressant, c'est qu'en tant que développeur, auparavant, j'avais besoin de l'intégralité des services pour pouvoir réaliser mes modifications. Là, je suis sur quelque chose de beaucoup plus modulaire. Je ne m'intéresse qu'aux microservices d'inventaire et je n'ai plus besoin de tirer toute la graphe de dépendance de l'application. On est vraiment dans l'optimisation des interventions que les développeurs vont devoir réaliser. Donc là, on voit qu'on va ensuite effectuer un certain nombre de tests. On va déployer cette application dans mon environnement de qualification. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais être capable de valider que ma modification a bien été prise en compte pour la correction de mon bug qui était lié à l'inventaire. Donc là, pour vérification, je vais basculer dans mon environnement de test. Et je vais voir que j'ai effectivement un inventaire qui est en cours de déploiement, tel qu'on peut le voir ici. Si je le souhaite, je suis capable de consulter les logs pour vérifier si le service a bien démarré, etc. Donc ça, c'est extrêmement intéressant quand on va travailler dans un environnement de plus en plus éclaté, d'être capable de manière vraiment très spécifique d'aller voir ce qui se passe, à quel endroit, etc. Et finalement, si je recharge mon application qui était en environnement de test, donc je vois effectivement que ma modification a bien été prise en compte. On a passé l'inventaire à 0 de manière à ce qu'on ne puisse plus passer la commande de ce produit qui était défectueux. Et comme vous pouvez le voir, on n'a impacté aucun des autres services qui étaient déjà déployés. On a ciblé la modification, on a updaté ce microservice de gestion d'inventaire et on a gardé l'ensemble des autres services de manière intacte. Donc maintenant, si je continue l'exercice sur l'environnement de production, on voit que théoriquement, il pointe toujours sur l'ancienne version. Quelle est la raison de cette différence entre les deux environnements? C'est que je suis dans mon pipeline de CI/CD en attente de bascule de mon service vers le nouvel environnement. On a vu tout à l'heure qu'on avait une notion de bascule pour faire du blue-green. C'est exactement ce que j'ai au niveau de mon service d'inventaire dans mon environnement de production. C'est-à-dire que là, je vois qu'au niveau de l'inventaire, j'ai effectivement deux URL, donc blue-green, et l'ensemble du trafic est pour le moment redirigé vers l'ancienne version de mon service. À partir du moment où je vais faire l'approbation du déploiement, c'est-à-dire faire la bascule, on va être capable de vérifier que la modification a bien été prise en compte dans l'environnement de production. Donc là, je m'authentifie simplement à l'instance de Jenkins et je vais effectivement approuver le déploiement du service en production. Et si je vérifie ma nouvelle version de prod, on voit effectivement que la modification de l'inventaire a bien été transférée jusqu'à mon environnement de production. Donc, on n'a pas fait de continuous deployment puisque c'était volontaire pour les raisons de la démonstration à notre JBoss, mais
évidemment, on est capable d'optimiser tous ces flux de déploiement et à partir du moment où on fait le commit, on est capable de redéployer les services d'inventaire de manière spécifique, y compris en allant jusqu'en production. Donc là, c'était finalement une modernisation de l'architecture de notre application. Donc on a modularisé l'ensemble des services. On a utilisé, pour se faire des runtime qui étaient disponibles sur la plateforme de conteneurisation, donc OpenShift, et donc on a fait du Spring Boot pour certains services, du Vertex, du Node.js pour la partie frontale, donc pour la partie IHM web, et on a été capable de mixer l'ensemble de ces services de manière la plus appropriée en fonction du périmètre fonctionnel qui était adressé. Alors on est allé un petit peu plus loin, donc finalement l'application qui tournait dans un monolithe qu'on a vu au départ, chacun des points d'entrée que vous voyez sur la même IHM adresse un microservice en back-end qui fournit ce service de manière isolée. Donc en termes d'architecture, il y avait une demande métier qui était intéressante, c'était de dire je souhaite avoir plus d'agilité et je souhaite pouvoir, par exemple, faire du pricing plus agile pour faire des promotions. Typiquement, quand on a un panier dont le montant est supérieur à 50 €, être capable de proposer une promotion de 10% par exemple. Et donc là, auparavant, les métiers étaient obligés de demander une modification de code. Ce qui a été intéressant, c'est qu'on s'est appuyé sur un module qui s'appelle BRMS, pour Business Rules Management System, et qui nous a permis d'externaliser finalement toutes ces règles métiers pour redonner la main aux gens qui s'occupent des promotions pour pouvoir dire vous souhaitez modifier la règle et passer non pas de 10% à 15% et non pas lorsque le montant est de 50 € mais de 60, et allez-y, modifiez vos règles. Vous avez un langage qui est proche de ce qu'on appelle human readable, c'est quelque chose de compréhensible par un humain et pas du code Java, puisqu'on sait que le code Java c'est pas lisible par des humains, sauf David qui est devenu expert lors de l'expérimentation. Et donc on a été capable justement d'optimiser la manière dont on mettait à jour les règles métiers en donnant plus de souplesse au BU. Donc finalement, quelque chose qui m'a énormément plu tout à l'heure sur Debezium. Là, je vois que tu nous montres plusieurs bases en cible. J'ai deux questions. Est-ce que de façon transparente, je pourrais éclater une base, par exemple MySQL, SQL Server, vers différents types de typologies de bases de données? Première question. Et la deuxième, est-ce que si ça plante en cours de route, la technologie que nous a présentée va être capable de nous permettre de faire des rejoues? Alors, il y a effectivement deux points qui sont intéressants. C'est que la solution de Debezium nous a permis d'utiliser ce qu'on appelle des connecteurs. C'est-à-dire que j'ai une technologie source et une technologie cible, et je vais être capable de dire je souhaite transformer les données de tel schéma source vers telle cible. Du SQL vers du Mongo par exemple, etc. Donc ça c'est quelque chose qui nous a été extrêmement utile puisque on a pu justement utiliser des bases de données différentes qui étaient conteneurisées. Mais là où on a vu qu'il y avait des choses extrêmement intéressantes, c'était qu'il n'est pas toujours possible, voire souhaitable, de conteneuriser un existant ou de reprendre un existant et de le transformer. Quelquefois, on souhaite le reprendre tel qu'il est et construire autour pour faire en sorte qu'on ait le moins de travail à faire sur cet existant-là, mais qu'on puisse développer de nouvelles fonctionnalités autour. Donc typiquement, l'exemple de la base de données qui tournait dans une VM Windows, c'est quelque chose qu'on a été capable de reprendre et de conteneuriser l'intégralité de la machine virtuelle pour la faire tourner sur la plateforme OpenShift. Donc ça c'est extrêmement intéressant, ça s'appuie sur des technologies de virtualisation de Red Hat, donc RHV qui s'appuie sur KVM. Et donc l'intérêt c'est que finalement une base de données qui tournait dans une VM Windows se retrouve dans mon écosystème de conteneurs de manière totalement transparente. Je suis capable d'adresser la VM comme j'adresse n'importe quel conteneur au sein de mon projet et je suis capable de capitaliser sur le développement de nouveaux services plutôt que d'investir sur le fait de sortir ce service de la machine virtuelle existante pour le transformer en conteneur.
Donc ça, c'était extrêmement intéressant. Alors on attend d'avoir un peu plus de nouveautés, puisqu'on a compris que c'était en cours de productisation. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner. Donc finalement, si on devait résumer ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé différents runtime pour pouvoir développer nos microservices de manière la plus appropriée. On a du coup été capable de déployer ces microservices à la demande. Donc si jamais je vois qu'il y a une demande très forte sur tel ou tel service, ben, ce n'est pas l'ensemble de l'application qui scale, c'est le microservice concerné. On a facilité le déploiement de l'application dans un contexte hybride, puisque maintenant il suffit de demander d'instancier l'ensemble des composants ou un sous-ensemble pour pouvoir le déployer on-premise sur les différents cloud providers, évidemment avec la plateforme OpenShift qui était sous-jacente. Et on a été capable justement d'aller vers le Graal qui est le déploiement continu, mais en ciblant uniquement des modifications chirurgicales sur les microservices qui étaient impactés. Donc, j'espère que c'est impressionnant. Mais dites-moi, vous n'avez pas fait ça tout seul en 4 semaines? Alors, c'est vrai que collectivement, il y avait une intelligence qui était assez impressionnante, surtout de ce côté-là. Mais on doit avouer qu'on a eu recours à des services externes où on a travaillé avec des équipes de Red Hat, donc sous forme d'Innovation Lab. On ne savait pas trop par quel bout il fallait prendre cette transformation applicative. C'est une application de e-commerce qui était assez importante pour notre business. Et donc, on s'est appuyé sur des équipes de Red Hat, donc à la fois des développeurs, des chefs de projet, des architectes, qui connaissent très bien ces domaines cloud native un peu innovants. Et ils nous ont aidés pendant 6 semaines à justement conteneuriser, analyser le code, réécrire certaines fonctionnalités pour faire en sorte qu'on puisse aujourd'hui faire cette démonstration de manière collective en remplissant, je l'espère, l'ensemble des cahiers des charges qui avaient été donnés. Voilà. Et ben,